Ahmed Tanani, c'est quelqu'un que tout le monde connaît au niveau africain. C'est un officier technique international depuis 1985. Il est mesureur international expert A pour les courses sur route et conférencier de World Athletics au niveau 2, c'est-à-dire continental. Donc, Ahmed, c'est quelqu'un qui connaît l'athlétisme des bouts des ongles. Il fait régulièrement des formations des officiels à travers l'Afrique et même au Moyen-Orient parce qu'il est très, bien sûr, il parle très bien l'arabique aussi. Donc, aujourd'hui, il va s'occuper de l'aspect des lancers, hein, des lancers. Et donc, nous allons le laisser, mon frère, à nous éclairer de son expérience sur les lancers. Ahmed, c'est à toi. Merci, Suren. D'accord. D'abord, je commence par remercier les gens de l'agence qui ont organisé ces conférences pour aider nos amis officiels africains. C'est une très bonne chose. Je renouvelle mes remerciements à Elena pour ses vidéos. Et puis, voilà. Donc, on va commencer maintenant. Le sujet, c'est le lancer. Donc, je vais brosser un tableau concernant les lancers d'une manière générale. Donc, je commencerai par les règles communes à tous les concours, puisqu'il y a les lancers, et surtout les règles qui sont communes aux sauts horizontaux, longueur triple, et aux lancers. Après, on passera aux règles générales sur les lancers, d'une manière générale, et puis on verra à la fin chaque lancer à part, avec des vidéos, avec des images, et on va discuter des quelques cas qui nous seront peut-être posés par les participants pour nous éclairer sur les petites situations qui sont d'une manière générale embarrassantes pour un officiel, et on va essayer de les discuter. Donc, les conditions générales, d'abord l'échauffement sur le lieu de compétition. Les athlètes rentrent sur le terrain, ils ont besoin de toucher les ateliers, de s'échauffer. Donc, chaque athlète peut avoir des essais d'échauffement. Le nombre n'est pas déterminé, bien entendu, suivant le temps, le temps qui reste pour le début de la compétition. Pour les lancers, les essais d'échauffement sont effectués par l'ordre établi sur la fiche de compétition. Il n'est pas question de laisser les athlètes s'occuper de l'ordre. Il faut les appeler parce qu'il y a des engins et pour éviter les accidents. Une fois la compétition commencée, les athlètes ne peuvent plus utiliser ni les engins, ni le lieu d'échauffement, ni les zones d'élan, ni les zones d'appel, etc. Donc, ils se tiennent tranquilles. Ils attendent qu'on les appelle pour effectuer leur essai. Donc, pour les marques. Le javelot avec les sauts horizontaux plus la perche, on tolère 2 marques mises sur le côté, sur la ligne du couloir. Les athlètes peuvent utiliser deux marques, mais pas de marques indélébiles qui restent collées à la piste. Pour le lancer du cercle, marteau, disque et poids, c'est une seule marque, mais c'est pas une marque, c'est une marque temporaire que l'athlète amène avec lui. Il la pose en dehors du cercle pour se repérer. C'est surtout pour se repérer quand il y a des rotations, le disque, marteau, et puis la rotation au poids. Et puis, quand il termine, il enlève sa marque, il l'emmène avec lui. L'ordre de passage, l'ordre de compétition. L'ordre de compétition est tiré au sort pour chaque tour de compétition. C'est un travail du délégué technique, bien entendu, qui fait le tirage au sort lui-même en son âme et conscience pour justement préparer la fiche de compétition.
Et le non-respect de cet ordre peut entraîner des avertissements, voire même des disqualifications, mais je ne souhaite pas arriver là. Je dis toujours à mes officiels de ne pas en arriver là. Il faut toujours discuter avec les athlètes et trouver une solution au problème. Donc, si un athlète effectue un essai sans qu'on l'appelle, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'ordre de tirer au sort pour la compétition, l'essai est terminé, on mesure l'essai, et s'il est valable, il est valable, s'il n'est pas valable, il n'est pas valable, mais on donne un avertissement à l'athlète pour qu'il ne recommence plus cette manigance. Aux concours horizontaux, y compris les lancers bien sûr, il y a plus de 8 athlètes, chacun d'eux a droit à 3 essais. Il faut faire attention à cela parce que souvent, les officiels me demandent en cas de 8, quand il y a plus de 8, quand il y a moins de 8, il faut faire attention. Donc, quand il y a plus de 8 athlètes, chaque athlète a droit à 3 essais. Et, bien sûr, les 3 essais supplémentaires sont réservés pour les 8 meilleurs athlètes classés entre 1 et 8. Quand il y a 8 ou moins de 8 athlètes, l'athlète est assuré de 6 essais. Et c'est ça qui fait un petit peu la confusion pour nos officiels. Quand il y a 8 ou moins de 8, l'athlète est assuré de 6 essais, mais il effectue les 3 essais, les 3 premiers essais. Après, on fait un classement, on inverse le classement et on procède aux 3 essais supplémentaires dans l'ordre inversé du classement. Bon, bien sûr, si l'organisme qui gère la compétition impose une certaine manière de faire, normalement, on peut tolérer, mais sans dépasser 6 essais. Pour les championnats du monde, les Jeux olympiques, les grandes compétitions, c'est 3 plus 3. Donc, lorsqu'il y a 8 athlètes au moins, on a dit chacun 2 à 3 essais, le 4e et le 5e, non. Ça, c'est ancien, c'est un inversement du classement pour les 3 essais supplémentaires, à moins que l'organisme responsable décide de procéder autrement. Si au moins 2 athlètes n'ont pas réussi à réaliser un essai valable pendant les 3 premiers essais, pour le 4e et le 5e, ils concourront avant les autres, dans le même ordre, les uns par rapport aux autres, que le tirage au sort. C'est dans le cas où il y a 8 au moins. Si quelques athlètes, 1 ou 2, n'ont pas réalisé de performance, ils avaient fait 3 essais mordus, 2 athlètes, ils concourront en premier, l'un par rapport à l'autre, au niveau du tirage initial. Si un ou plusieurs athlètes sont autorisés par le juge arbitre à concourir sous réserve et en vertu de la règle, l'ancien numérotage 146.4b, ils concourront dans les tours suivants avant les autres athlètes, suivant le tirage initial. Et ces athlètes, on va se demander, ces athlètes qui sont autorisés par le juge arbitre, c'est le cas d'un athlète pendant les 3 premiers essais qui réalise un essai jugé mauvais, drapeau rouge, et lui, il réclame, il dit que non, je n'ai pas touché, il n'y a pas d'empreinte, etc., etc. Si le juge est convaincu qu'il y a un essai et qu'il a levé un drapeau rouge, il est convaincu, c'est terminé, l'affaire est close. Si le juge a du doute, il peut enregistrer cet essai sur un papier en dehors de la fiche de compétition. Et si cette performance permet à l'athlète d'accéder aux 3 essais supplémentaires, il accédera, mais en tant que 9e. 9e, mais pas pour ne pas justement pour laisser la place aux 8 meilleurs. Donc, il accédera aux essais supplémentaires et il commencera le premier pendant les 3 essais supplémentaires. Et bien sûr, à la fin, il doit faire une réclamation. Si la réclamation est valable, tous ces résultats seront valables. Sinon,
tous les résultats après les 3 essais, les 3 premiers essais, ne seront plus valables, bien sûr. Si le comité d'organisation modifie la manière d'entamer les essais, il doit le faire après les premiers essais, bien entendu. S'il y a un changement, s'il décide de faire, par exemple, un inversement de classement au 5e ou 6e essai, et il doit le faire, mais après les 3 essais. Donc, les 3 premiers essais, on ne les touche pas. Si 2 athlètes sont ex aequo, ils concourront suivant le tirage au sort initial. Et si les athlètes sont ex aequo, on l'a dit, s'ils sont ex aequo, on essaie de départager les ex aequo, bien entendu. Sinon, on procède, ils concourront en premier sur le tirage au sort initial. Et quand je parle d'ex aequo, ça veut dire d'ex aequo à la dernière place qualificative pour les 3 essais supplémentaires. Le 6e essai est effectué suivant le classement inverse après le 5e essai. Donc, maintenant, on laisse une certaine liberté pour le choix de comment effectuer les essais supplémentaires. Dans les concours horizontaux, aucun athlète n'est autorisé à avoir plus d'un essai différé pour un tour quelconque de la compétition, bien entendu. Mais un athlète peut avoir deux essais consécutifs si vraiment il y a des cas. Si, par exemple, l'athlète est appelé à faire un 100 mètres, par exemple, ou une autre épreuve, et qu'on veut qu'il bénéficie de ces essais, de tous ces essais, on lui donne l'essai. Par exemple, si on est au 3e ou au 2e, on lui donne son essai, il l'effectue, et par exemple, s'il effectue son essai en 8e position, par exemple, on lui donne le 3e essai en 1re position. Comme ça, il va concourir dans notre épreuve, mais ça ne veut pas dire qu'il aura les essais, plus d'essais différés. Sauf aux différents championnats du monde, seniors, juniors, en salle, etc., et aux Jeux olympiques, le nombre d'essais au concours horizontaux peut être réduit à 4. Par exemple, on a essayé quelque temps à mettre 4 essais et non pas 6 essais. Et si on doit modifier, on ne doit pas dépasser les 6 essais. 6 essais, c'est un grand maximum. Les qualifications, on vient de terminer le chapitre des règles communes à tous les concours. Maintenant, qualification aux épreuves de concours, y compris les lancers, bien entendu. Tour de qualification. L'organisation de tours de qualification est pratiquée lorsque le nombre d'athlètes en compétition est élevé et on ne peut pas procéder à une finale directe. Donc, comment on fait ces qualifications? Tous les athlètes présents et participants à la compétition doivent participer au tour de qualification lorsqu'ils sont organisés. On a essayé ces derniers temps dans les championnats du monde, mais c'était aux courses, en particulier aux 100 mètres. Exceptionnellement aux 100 mètres, on a essayé de faire des tours préliminaires pendant le championnat du monde pour justement repêcher quelques athlètes à mettre sur la liste des athlètes qualifiés. Mais au niveau des concours, on ne l'a pas encore fait. Donc, tous les athlètes doivent participer aux qualifications. L'organe dirigeant la compétition peut décider l'organisation des tours préliminaires, soit dans la dite compétition, soit avant, dans d'autres compétitions précédentes, pour déterminer les athlètes à participer, surtout pour les athlètes qui n'ont pas réussi le minima qualificatif pour cette compétition. Lorsque cela est décidé, soit de réaliser un minima de qualification sur une période donnée ou un classement dans une compétition désignée. Par exemple, au niveau de Diamond League ou un groupe de compétition. L'organe dirigeant doit spécifier cette procédure sur la réglementation de la compétition. Tout ce que décide l'organisme de faire doit le mentionner sur un écrit et tous les participants doivent en prendre connaissance. Les performances réalisées dans les tours de qualification ou dans les tours préliminaires ne seront pas prises en compte
pour la finale. La finale est une nouvelle épreuve à part. Donc, on fait des qualifications pour justement accéder à la finale. Les athlètes sont répartis en 2 ou plusieurs groupes suivant le cas, suivant le nombre, suivant le cas, suivant le stade, suivant les installations. Dans la mesure du possible, les représentants du même pays sont placés dans des groupes différents. 2 ou plusieurs groupes concourent en même temps et dans les mêmes conditions si les installations le permettent. Sinon, le groupe suivant commencera dès que le précédent est terminé. L'ordre de compétition du groupe est décidé par tirage au sort et toujours par le délégué technique de la compétition. Et on va me dire pourquoi tirer au sort pour les groupes. Non, si. Il se peut que le premier groupe commence dans des conditions atmosphériques bien, le soleil, pas trop de vent, etc., pas de pluie, et que le deuxième groupe, il entame la compétition dans des conditions un peu défavorables. C'est pour ça qu'on fait un tirage au sort. Il est recommandé d'observer un jour de repos entre les qualifications et la finale pour les sauts verticaux, mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Nous sommes dans les lancers. 2 ou plusieurs groupes concourent en même temps et dans les mêmes conditions si les installations le permettent, ça on l'a dit. Les conditions de qualification, la performance de qualification, le standard de qualification, le nombre de qualifiés et la constitution des groupes sont décidés par le délégué technique. Sinon, en l'absence du délégué technique, le comité d'organisation désigne un officiel qui a de l'expérience et qui peut remplacer le délégué technique. Pour les compétitions internationales, au moins 12 athlètes seront retenus pour disputer la finale, au moins. Nous parlons des concours d'une manière générale, sauf dispositions contraires mentionnées dans la réglementation de la compétition. Mais d'une manière générale, on retient 12 athlètes pour la finale, sauf s'il y a des ex-aequo et qu'on ne peut pas les départager. On peut arriver à 13 ou à 14, ou peut-être à 11, hein. Si vraiment il y a 4 athlètes à la 12e place qui sont ex-aequo et qu'on n'a pas pu départager, on se limite à 11. Et ce sont des questions qui ont été posées dans des examens pour les ITO il y a quelques années. À l'exception des sauts verticaux, dans tous les concours horizontaux, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet non plus. Si aucun athlète n'atteint le standard de qualification, ou si le nombre n'est pas suffisant, si peut-être 4 ou 5 qui ont atteint le standard de qualification, le nombre sera augmenté d'après le classement des athlètes et les ex-aequo seront départagés suivant les règles de départage des ex-aequo. Comment on fait? On fusionne les résultats des 2 groupes et on fait un classement général et puis on retient 12. On retient ceux qui ont fait atteint le minimum de qualification, le standard de qualification. Sinon, on rajoute suivant la liste fusionnée des 2 groupes. Et s'il y a des ex-aequo, on les départage. Sinon, on les prend. Quelquefois, on me demande aux examens d'officiels, quand il y a une question posée pour les qualifications, soit pour les courses, soit pour les concours, les gens oublient de mettre les signes qu'il faut. Donc, les signes utilisés pour indiquer les qualifiés, c'est un Q majuscule. Pour les athlètes qualifiés par le standard de qualification, ceux qui ont gagné leur participation finale. Et s'il y a des athlètes repêchés, on met un Q minuscule. Qualification terminée, les lancers, les conditions générales. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Les engins officiels à utiliser dans les compétitions internationales. L'utilisation d'engins conformes aux spécifications officielles de la WA, World Athletic, possédant un certificat d'homologation. Les engins sont fournis par le comité d'organisation. Le délégué technique peut autoriser l'utilisation d'engins personnels non fournis par le comité d'organisation à condition qu'ils soient approuvés
certifié par la WA. Contrôlé ensuite, marqué et mis à la disposition de tous les athlètes. Non accepté si le modèle est fourni par le comité d'organisation. Ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a pas mal d'athlètes qui amènent leurs engins. Pourquoi? Parce que les organisateurs ne fournissent pas toutes les marques, tous les modèles. Et donc, le règlement ouvre cette parenthèse pour justement permettre aux athlètes d'amener un engin qui n'est pas fourni par l'organisation. Aucune modification ne pourra être apportée aux engins. Strictement interdit de mettre, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être essayé, surtout avec les disques, d'essayer de vider un petit peu les disques, etc. Bon, là, nous avons les engins, les poids des engins. Donc, comme vous voyez, le poids disque, marteau, javelot, 3 kg pour les U18. C'est un ancien document, c'est pour ça qu'il y a cadette. Les U20 et les femmes, c'est 4 kg. Et on va remarquer que les mêmes poids pour le marteau et le poids, c'est la même chose. Donc, je fais un rappel. Pour le disque, c'est 1 kg pour toutes les femmes. Le javelot, c'est 500 grammes pour les U18 et 600 grammes pour les U20 et les femmes, côté femmes. Donc, pour les hommes, c'est 5 kg aussi bien pour le poids au marteau pour les U18, 6 kg pour les U20, 7,260 pour les seniors. Au niveau du disque, c'est 1,5 kg, 1,750 kg et 2 kg. Et pour le javelot, c'est 700 grammes, 800 grammes et 800 grammes aussi pour les seniors. Donc ça, il faut retenir peut-être qu'il va poser des petites questions comme ça à gagner, peut-être un demi-point ou un quart de point par-ci, par-là. Le bondage séparé, il est permis. Il est permis de bonder séparément chaque doigt au lancer de marteau. Il doit être montré au chef juge. Si on bonde une substance sur les mains seulement, sur les gants pour le lancer du marteau, sur le cou pour le lancer du poids. Porter une ceinture en cuir ou en autre matériau, c'est permis. Bondage au poignet au lancer de poids, c'est permis. Protection au coude au lancer du javelot. Port d'une genouillère avec l'autorisation de la WA sur avis médical. Normalement, c'est interdit, mais si vraiment l'avis médical est favorable, donc on peut porter une genouillère. Il n'est pas permis. Donc, ce qu'on a vu, ce qui est permis sur la planche précédente, l'emploi de sparadrap sur la main, sauf en cas de nécessité. Ça veut dire qu'il y a une blessure ouverte. L'utilisation de lest, de poids attaché au corps, parce qu'au niveau du marteau, les lanceurs qui ne sont pas trop lourds sont emportés par l'élan du marteau. Alors, ils ont commencé à mettre des poids, des lestes pour rester sur le cercle, et automatiquement la réglementation est arrivée pour justement interdire ces lestes. L'utilisation de gants, sauf pour le lancer de marteau. Donc nous avons l'utilisation de gants, sauf pour le lancer de marteau, où le gant doit être lisse et le bout des doigts coupé, sauf le pouce. Répandre une substance sur le cercle, c'est interdit. Ni liquide, ni poudre, ni rien. Frotter la surface du cercle pour le rendre plus rugueux, c'est interdit aussi. Et cette pratique, on l'a vu dans des compétitions. Hein. Il y a des athlètes qui amènent une brosse et commencent à frotter. Maintenant, c'est interdit. Attacher 2 ou plusieurs doigts avec du sparadrap, c'est interdit aussi. Le cercle de lancer, le cercle est en fer ou en acier ou en autre matériau approprié. Donc, le haut est de niveau avec le sol à l'extérieur.
l'épaisseur est d'au moins 6 mm parce que le cercle est en bas. Donc, il est par rapport au niveau du sol, 6 mm. L'intérieur du cercle est en béton, asphalte ou matériaux appropriés, durs et non glissants. C'est surtout non glissant. C'est ça qui pose des problèmes quelquefois dans des compétitions où les stades ne sont pas utilisés. Quand on veut organiser une compétition dans un stade qui n'est pas utilisé, on rencontre ces problèmes. Donc, situé entre 14 et 26 mm en dessous du niveau. Ah, pardon. Les 6 mm, c'est l'épaisseur du cercle. C'est l'épaisseur de la couronne du cercle. 14 à 26 cm, c'est la profondeur du cercle. Pour le poids, on peut utiliser un cercle portatif, répondant à toutes ces caractéristiques, bien sûr, comme ce qu'on fait en salle. C'est des cercles portatifs avec le butoir, avec toutes les spécifications du cercle normal. Le diamètre est de 2 mètres 135 pour le poids et de 2 mètres 50 pour le disque, le poids et le marteau. Le marteau peut être lancé à partir d'un cercle de disque, mais en plaçant une couronne ou un réducteur. On va le voir sur l'image tout à l'heure. Une ligne blanche de 5 cm de large et de 75 cm de long est tracée sur les deux côtés du cercle pour justement déterminer la sortie de l'athlète après avoir lancé l'engin. L'extérieur, prolongeant les 75 cm long est tracé de part et d'autre du cercle, à l'extérieur du cercle, prolongeant une ligne passant par le centre du cercle et perpendiculaire à l'axe du secteur de chute. L'axe du secteur de chute, c'est la ligne qui divise l'arc de cercle en deux. Elle n'est pas tracée, bien entendu. Elle est imaginée, mais elle est nécessaire. Justement, on met une ficelle à la place d'une ficelle ou une bande qu'on enlève après, et c'est pour justement tracer le secteur et l'orienter justement. C'est l'orientation du secteur qui est très importante, surtout au niveau du marteau et au niveau du disque. C'est très important parce que maintenant, comme vous le savez, la piste est pleine de monde, surtout dans les grandes compétitions, et il faut éviter des accidents. Donc, on trace une ligne médiane. Après, on trace le secteur suivant si on a s'il y a des sautoirs longueur triple à droite. Il faut faire attention à la piste à gauche, la piste du 100 mètres, etc. Le haut et les côtés du cercle sont bien sûr peints en blanc pour justement être vus. Voilà les cercles, enfin, c'est des cercles. Celui de gauche, c'est un cercle de lancer de poids avec le butoir. On le reconnaît au butoir. Et de l'autre côté, c'est un cercle pour le disque, 2,50 m. Le secteur, c'est 34,92. Et on peut le tracer facilement en mettant deux lignes de 20 mètres reliées par une ligne de 6 mètres ou prolonger de 12 mètres ou prolonger tous les 10 mètres sur les côtés, c'est 6 mètres de plus sur la base du triangle et ainsi de suite, on peut aller jusqu'à 70-80. Donc là, nous avons le cercle du disque, mais avec un réducteur, c'est l'image de droite, avec un réducteur pour lancer du marteau. Parce que souvent, il y a deux cercles normalement dans une même cage, mais quelquefois on trouve un seul cercle, mais avec un réducteur, on peut l'utiliser pour le lancer du marteau. La piste des javelots, parce que c'est le javelot qui diffère un petit peu de tout lancer, parce qu'il a une piste, il est lancé et il est utilisé autrement. La longueur de la piste, c'est 30 mètres minimum, avec un 33 mètres si possible, les conditions le permettent, et un maximum de 36 mètres 50.
déterminée par deux lignes blanches de 5 cm sur les côtés, distance de 4 mètres. C'est un couloir de 4 mètres de large. La piste d'élan est déterminée par un arc de cercle dont le rayon est de 8 mètres, large de 7 cm. C'est la seule épaisseur qui diffère un petit peu des lignes qui sont tracées sur une piste. Prolongée sur les côtés par deux lignes de 75 cm de long et 7 cm de large. La déclivité en peut faire. Secteur de chute. Il est encendré, herbe ou toute matière appropriée sur laquelle l'engin peut laisser une empreinte. Donc, c'est le sol, le de chute, là où tombent les engins, ne doit pas être dur. Il doit être mou pour laisser justement une empreinte. C'est soit en herbe, soit en cendré ou toute matière qui peut laisser une empreinte. Pour les lancers du cercle, le secteur est déterminé par deux lignes blanches, comme j'ai dit, de 5 cm, formant un angle de 30,92 au centre du cercle. Construction, le secteur est tracé en joignant deux droites de 20 mètres au centre du cercle. Ces mêmes droites doivent être distantes de 12 mètres ou 10 mètres avec 6 mètres ou 30 mètres avec 18 mètres, etc. Le secteur de chute au javelot est déterminé par deux droites qui se joignent au centre du cercle qu'on a dit, avec un rayon de 8 mètres, dont l'arc fait partie du cercle, et il se joint au centre, et il passe automatiquement par l'intersection de l'arc et des deux lignes qui déterminent le couloir. Et vous avez votre secteur qui est approximativement de 29 degrés. Pour les lancers du cercle, le lanceur doit commencer son essai d'une position stationnaire. Ça veut dire qu'il doit rentrer dans le cercle, s'arrêter complètement, être statique, et puis commencer son essai. Il ne doit pas entrer en courant et lancer, comme le javelot par exemple. L'athlète est autorisé à toucher l'intérieur de la bande de fer, l'intérieur, il est autorisé. On va voir sur les images, sur les vidéos, pas mal de toucher du cercle, ou le butoir au lancer du poids. Il est autorisé à toucher le butoir de l'intérieur et non pas du haut. Le lancer est considéré comme irrégulier si, ça c'est général, et on va voir pour chaque lancer spécifiquement. Si l'athlète lâche le poids ou le javelot d'une manière irrégulière. On me demande pourquoi. Sur les 4 lancers, 2 lancers qui sont le poids et le javelot sont réglementés. Les autres, le marteau et le disque, ne sont pas réglementés. C'est pour ça que l'athlète peut lâcher le disque ou le marteau de n'importe quelle façon. Il faut faire attention et ne pas être surpris par un athlète qui lâche le disque d'une certaine manière, mais ça arrive bien sûr dans les petites compétitions, dans les compétitions régionales, ça n'arrive pas dans les grandes compétitions. Donc, le lâcher du poids, il est spécifique, le javelot aussi il est spécifique. On va voir après comment. Après avoir pénétré dans le cercle et commencé à lancer, il touche avec une partie quelconque de son corps le haut de la bande de fer ou le sol à l'extérieur du cercle ou le haut du butoir ou les limites de la piste javelot. Les limites de la piste javelot, ça veut dire le couloir. Il a 4 mètres. Qu'est-ce qu'il a à aller chercher, à piétiner la ligne? Donc, il a 4 mètres. Donc, c'est pour ça qu'on a, on a mis une règle là-dessus. Par contre, si on revient par exemple au triple saut et au saut longueur, l'athlète est autorisé à toucher les lignes, mais au javelot, non. Donc, un athlète peut interrompre un essai déjà commencé, poser l'engin à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ou la piste d'élan au javelot, peut les quitter le cercle, s'essuyer les mains, je ne sais pas moi, toucher, revenir et recommencer l'essai. La sortie doit être réglementée. Ça veut dire par la moitié arrière du cercle
et derrière les lignes de 75 cm au javelot suivant l'arc du cercle. Bien sûr, s'il doit faire tout ça, c'est dans la limite du temps imparti à l'essai. Notez bien que si le contact avec le sol ou la bande de fer se produit en arrière du cercle pendant la première rotation, sans procurer une propulsion, l'essai ne sera pas considéré comme nul. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus parce que plusieurs officiels me contactent pour ça justement. Et j'ai vu des vidéos, plusieurs officiels lèvent un drapeau rouge quand l'athlète touche l'arrière du cercle, surtout pour la rotation. Donc, il est clair que si l'athlète soit au disque, au marteau et même au poids quand l'athlète fait une rotation, donc l'athlète quand il est en rotation, s'il touche avec le pied le haut du cercle, pas trop, légèrement, et qu'il ne bénéficie pas, ça veut dire qu'il n'est pas aidé par ce toucher. Normalement, son essai ne doit pas être, pour cela, ne doit pas être signalé manqué. Normalement, c'est un essai valable. Mais s'il touche légèrement, hein, s'il s'appuie, ça lui donne, ça lui procure une propulsion. Mais si le juge est convaincu qu'il n'a pas bénéficié d'une propulsion, il peut lever un drapeau rouge. Donc ça, c'est un sujet de discussion. Et nous atteignons les essais. Les engins, poids, disque, les engins, poids, il est poids, disque. Le marteau, il est composé de trois éléments. La tête du marteau, ça veut dire, ce qui est considéré dans le marteau, c'est la tête. La pointe du javelot aussi. Comme le javelot est long, c'est la pointe qui est considérée. Ils doivent toucher entièrement le sol à l'intérieur des lignes délimitant le secteur. Si par exemple, le javelot tombe dans le secteur, il pique dans le secteur, et sa queue est à l'extérieur, l'essai est bon. Si le marteau tombe, la boule, je veux dire, la boule tombe dans le secteur correctement, le poignet et le câble sont à l'extérieur, l'essai est bon. Le lancer n'est pas irrégulier si le disque ou toute partie du marteau heurte la cage après le lâcher. Mais là, il y a une petite règle, nouvelle règle qu'on doit avoir et insister là-dessus. Bon, la première règle dit le lancer n'est pas irrégulier si le disque ou toute partie du marteau touche la cage après le lâcher. Il parle du disque et du marteau parce que ça se pratique dans une cage. Mais si l'engin heurte la cage du côté opposé au bras du lanceur, l'essai est nul. Côté gauche pour un droitier et côté droit pour un gaucher. Vous pouvez poser des questions après si vous n'avez pas saisi. Donc, un athlète droitier qui lance avec un bras droit, s'il touche le côté droit et que l'engin part sur le secteur de chute, le problème n'est pas posé. Mais si il touche le côté gauche, qui est généralement fermé pour le marteau, s'il touche le côté gauche, l'essai est mauvais. Ben, ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle règle, donc il faut se faire avec. L'athlète ne doit pas quitter le cercle ou la piste d'élan avant la tombée de l'engin au sol. Il doit attendre que l'engin soit au sol pour quitter justement le cercle ou la piste d'élan du javelot. Après le lancer, le premier contact avec le sol hors du cercle doit être de la moitié arrière du cercle ou derrière les lignes prolongeant l'arc du cercle au javelot. La sortie est consommée avec le premier contact. Les gens qui insistent sur ça, ils disent non, la sortie il est consommé quand les deux contacts, les deux pistes sont dedans. Non, la sortie, soit du cercle, soit du couloir du javelot,
Et même sur la longueur, pour la fosse, le premier contact détermine la sortie. Si l'athlète, par exemple, il sort correctement et qu'il revient au cercle, c'est bon. Il est sorti déjà. Donc, l'essai est bon. C'est pour cela, bien sûr. Si jamais il y a une autre faute, ça, c'est autre chose. Donc là, j'ai gardé des anciennes images qui sont toujours valables pour démontrer justement que l'athlète ne peut pas, sur l'image de gauche, que l'athlète ne peut pas commencer son essai en dehors. Il doit rentrer dans le cercle, être stationnaire avant de commencer son essai. Deuxième, l'image du milieu, c'est l'athlète a lâché le poids, mais il a touché le haut du territoire avec la main. Et la troisième image avec le pied. Donc ça, c'est des essais manqués. Le mesurage se fait au centimètre inférieur le plus proche. Parce qu'avant, certains temps, peut-être il y a 20 ans, 25 ans, les lancers longs, disques, marteaux, javelot, on comptait le centimètre inférieur. Mais depuis le temps, on a laissé tomber et on va sur le centimètre inférieur. Ça veut dire que si la lecture se fait sur la moitié d'un centimètre, disons par exemple 78 mètres 53 et demi, c'est 53, pas 54. On ne majore pas. Le mesurage de chaque essai est effectué immédiatement après le jet. Et les gens les gens de mon âge ont vécu des trucs. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée réellement chez nous à Casablanca, sur l'ancien stade de la Casablancaise. Kawira va reconnaître. Un athlète, un lanceur de javelot, une fois, pendant la coupe, ce qu'on appelle la coupe du trône, c'est une question de points. On doit ramasser le plus de points. L'athlète, c'est un lanceur de javelot, il est bien. Mais son club lui a demandé de lancer le poids aussi, pour avoir des points. Et à ce moment-là, on mettait des fiches avec un marteau. À chaque fois, on piquait la fiche là, on la piquait. Si l'athlète améliore son essai, on la prend et on la met sur le côté, sur le deuxième point. Et on laisse les fiches toutes sur le secteur. Après, on mesure. On mesure une seule fois. On ne mesure pas chaque essai. Et l'athlète au troisième essai, cet athlète, troisième essai, il n'était pas content. On lui a signalé un essai mordu. Il n'était pas content. Et il a enlevé toutes les fiches. Et on était obligé de recommencer la compétition. Et depuis le temps, maintenant, on mesure chaque essai. J'ai dit ça pour justement comme anecdote, mais ça c'est réel. Depuis le temps, on mesure chaque essai à part. Et immédiatement, bien sûr, après le jet. À partir de la marque la plus proche jusqu'à l'intérieur de la bande de fer, suivant une ligne passant obligatoirement par le centre du cercle ou par le centre du grand cercle au javelot. Pour le javelot, même procédure, la lecture s'est faite au bord intérieur de l'arc en passant par le centre du cercle. Marque, on peut placer des fanions indiquant les meilleures performances ou les records, ou le record du meeting, ou le record de championnat, etc., à l'extérieur du secteur, sur les lignes. Maintenant, on passe au lancer de poids. En lancer de poids, et surtout lancer de poids et javelot, parce que c'est un peu spécifique. La compétition, le poids est lancé obligatoirement, ou plutôt poussé, j'ai mis ou plutôt poussé, parce que généralement, le poids n'est pas lancé. Parce que quand on lance, on fait comme ça. Quand la javelot, par exemple, il est lancé. Ou une pierre, on lance une pierre. Le poids, il est poussé à partir du montant ou du coup. L'appellation en anglais est plus juste. Shoot put. L'arabe aussi. On pousse le poids. On ne lance pas. L'appellation française n'est pas très, très correcte. Donc, le poids est poussé et non pas lancé. Au début du lancer, le poids doit être près du coup ou du montant.
et la main ne peut pas être abaissée de cette position. Le poids ne peut pas être ramené en arrière de la ligne des épaules. Vous voyez la position comme ça. Si je ramène, ça veut dire que je vais lancer comme une pierre. Ça, c'est interdit. Le juge doit faire attention à ce moment-là. Il doit faire attention à la position du poids. Le poids, les spécifications du poids, en fer massif, en laiton ou tout autre matériau, il doit être lisse et non pas rugueux. Les engins de compétition et d'acceptation du record sont les 4 mètres, les 4 kilos, les 3 kilos, 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos 260. Mais les exigences pour la fabrication, le même principe s'applique à tous les engins. C'est 5 grammes minimum de plus et 25 grammes maximum de plus. Ça veut dire que quand on reçoit un poids d'un fabricant, il ne doit pas faire 4 mètres pour les catégories qui lancent à 4, les 4 mètres, les 4 kilos. Il doit faire 4 kilos plus minimum 5 grammes jusqu'à 25 grammes. Avec l'usure, parce que le poids il tombe à chaque fois, peut-être qu'il y a des petites particules qui partent. Donc, automatiquement, avec l'usure, il commence à diminuer. C'est pour ça qu'on ajoute les 5-25 grammes. Et c'est valable pour tous les engins. Là, c'est une image qui montre la position des officiels techniques lors d'une compétition de poids. Et on voit bien qu'il y a un juge arbitre. Il y a un juge, le numéro 1, c'est lui qui est responsable de la validité des lancers, c'est lui qui tient les drapeaux. Le juge arbitre, il est là pour justement intervenir quand il le faut, quand il y a un problème. Le secrétaire, le numéro 6, le juge tenant l'appareil de mesure, le ruban de mesure. Maintenant, ça se fait de moins en moins avec les appareils de mesure un petit peu électroniques. Le tableau d'affichage, le juge qui tient le période de temps, la limite de temps, le chrono, et bien sûr 3 ou 4 juges sur le secteur, un qui plante l'affiche juste après le lancer, un qui tient le ruban pour mesurer. Donc généralement, le poids, le lancer de poids, c'est le lancer où on utilise le moins d'officiels techniques. Par exemple, dans des compétitions régionales, on peut utiliser organiser le poids avec peut-être un maximum de 5 à 6 officiels. Quelquefois, on le fait avec 4 officiels pour des compétitions de moindre importance. Et bien sûr, les concurrents doivent être isolés un petit peu loin des juges, assis sur des bancs, bien sûr, avec des parasols s'il fait chaud, avec de l'eau, etc., etc. Lancer du disque. On passe tout de suite aux engins de compétition. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spécification pour le disque. Engin de compétition, 1 kg, 1,5 kg, 1,750 kg et 2 kg, bien sûr, avec le même scénario, c'est de 5 grammes à 25 grammes de plus quand il est fourni par les fabricants. La même chose, mais cette fois-ci, c'est avec une cage de protection. Quand il y a une cage de protection, il faut qu'il y ait au moins 2 juges pour la validité. Parce que le juge qui est à droite ne peut pas voir les fautes qui sont à gauche, et parce qu'il y a le filet. Quelquefois, il y a double filet. Normalement, il doit y avoir 2 filets, de double filet. Je vais vous raconter une chose qui m'est arrivée pendant le championnat du monde à Osaka. J'étais désigné pour le marteau femme. J'ai vu qu'il y a un seul filet. Je me présente, il y a un seul filet, il est un peu tendu. Alors je demande au juge, le responsable, s'il vous plaît, attention, le marteau peut traverser le filet parce qu'il est tendu
En plus, il n'y a pas de filet. La protection est un peu... Hein, on a appelé le juge arbitre. Le juge arbitre est arrivé. Non, non, ça va, ça va. On le fait souvent comme ça. J'ai pris ma chaise et je me suis éloigné. Franchement, j'ai pressenti qu'il va y avoir quelque chose. J'ai pris ma chaise, je me suis éloigné et pendant l'échauffement, le marteau est allé dans les tribunes. Il a traversé le filet, il est arrivé. C'est à ce moment-là qu'on a amené un deuxième filet, etc., etc., et la compétition a été retardée. Donc, normalement, c'était mon rôle en tant qu'ITO de prévenir le juge de danger qui peut arriver. Donc, c'est à peu près les mêmes officiels techniques, seulement qu'il faut rajouter des juges. Et quand il y a 2 ou 3 juges qui valident, il ne faut pas qu'ils aient tous des drapeaux. Non, c'est un seul qui a les drapeaux rouge et blanc. Les autres peuvent lui montrer la faute en faisant par exemple comme ça, ou s'il est bon, en faisant comme ça. C'est un signe conventionnel qu'ils peuvent se mettre d'accord, les 3, pour justement. Parce que le problème, quand il y a plus de drapeaux, il y en a un qui lève un drapeau blanc et l'autre qui lève un drapeau rouge, et c'est un problème. Donc, c'est un seul qui a les drapeaux et les autres travaillent avec des signes. La cage, cette cage, c'est une cage pour le disque, parce qu'il n'y a pas de porte, comme vous voyez, il n'y a pas de porte. C'est toujours 6 mètres d'ouverture. Lancer du marteau. Dans le cercle, l'athlète peut poser la tête du marteau sur le sol, à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle. Il ne peut pas commencer à s'émouliner. Si la tête du marteau heurte le sol ou la bande de fer, l'athlète peut s'arrêter et recommencer. Ça ne constitue pas une faute. Avant, ça constitue une faute. Si le marteau se casse au cours d'un essai, l'essai n'est pas considéré comme faute. Et l'essai est mesuré. Si de ce fait, l'athlète perd l'équilibre, alors qu'en lâchant le marteau, se casse, il perd l'équilibre, il a droit à un nouvel essai, un essai de remplacement. Et j'ouvre une parenthèse là, parce qu'il y a des officiels qui commettent beaucoup d'erreurs dessus. Quand vous donnez un essai de remplacement pour n'importe quelle raison, vous le faites tout de suite. Vous ne laissez pas passer un autre athlète. Non, c'est tout de suite. Parce que l'ordre de passage, l'ordre d'essai ne doit pas être changé. La tête sphérique en fer massif ou en tout autre métal pas moins dur que le laiton. Le câble, on a un seul morceau de fil d'acier. C'est ce qu'on appelle la corde de piano. Parce qu'une fois, je suis allé acheter des câbles et on m'a dit que c'était la corde de piano. Fil d'acier, au moins 3 mm d'épaisseur, de diamètre, je veux dire, attaché à la tête et au poignet. Donc, on ne rentre pas dans les détails. Le marteau, comme vous voyez, c'est le même scénario que le disque, mais avec trois juges maintenant. Vous voyez les 3 juges, mais avec un seul qui a les drapeaux. Ils se concertent pour justement décider de la validité du jeu. Bien sûr, il y a des juges qui ramènent les engins. Maintenant, dans les compétitions Diamond League, etc., on le fait avec des petites voitures. Ça fait joli, etc. Mais ça peut se faire avec des juges. Hein. Des juges qui ramènent Quand vous faites, c'est des conseils, hein, quand vous faites un échauffement, par exemple, au marteau, au disque, ou n'importe quel lancer, aux échauffements, vous le faites suivant la liste, comme on a dit au début. Vous appelez les gens, ils rentrent, ils font leur essai, mais personne ne va chercher les engins. Vous attendez qu'il y a 4 ou 5 ou 6 engins lancés et qu'on ramasse. Quelquefois, les athlètes courent pour aller ramener un poids parce qu'ils veulent lancer avec ce poids. Non, c'est interdit, ça peut causer des problèmes. Une cage qui peut servir pour le lancer du disque et pour le marteau.
Pourquoi? Parce qu'il y a les portes, vous voyez, une porte fermée et une porte ouverte, suivant le choix de l'athlète. Jamais les deux portes ouvertes, sauf pour le disque, bien sûr. Mais pour le marteau, c'est une porte ouverte, c'est la droite pour un droitier, c'est à gauche pour un gaucher, justement pour limiter le secteur et pour limiter le danger aussi. Et vous voyez comment on n'a pas vu de spécification de lancer pour le marteau. On n'a pas dit qu'il faut qu'il soit comme ci ou comme ça. Le lancer du javelot. Le javelot doit, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le poids et le javelot ont une manière de lancer. Le javelot doit être tenu à la corde de prise et non pas ailleurs, et non pas une autre place. C'est la corde de prise. Il doit être lancé par-dessus l'épaule, au-dessus de la partie supérieure du bras lanceur, dans cette position, au-dessus des épaules. Il ne doit pas être projeté dans un mouvement rotatif. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de lancer avec des... Et ça a donné peut-être des résultats inespérés. Donc, le règlement vient pour justement limiter les styles non habituels. Tous les styles non habituels au javelot ne sont pas autorisés. S'il y a quelqu'un qui vient un jour, que vous êtes juge au javelot et qui vous sort un style qui n'est pas habituel, vous levez un drapeau rouge. La pointe du javelot doit toucher le sol, la première, bien sûr. Il doit laisser une petite empreinte ou carrément rentrer dans le sol. Quelquefois, c'est très délicat de voir. Il faut peut-être se coucher pour voir justement si le javelot a piqué avec la pointe ou il est tombé sur le ventre. S'il tombe sur le ventre, c'est un essai manqué. Et voilà, c'est une image justement pour voir. Et ça nous rappelle un petit peu, voilà, le cône jaune, il est mis pour déterminer la sortie de l'athlète. Avant, la sortie ce cône, ce point-là n'était pas déterminé. L'athlète pouvait revenir dans le couloir tranquillement en marchant, en discutant avec son entraîneur jusqu'à la fin. Et le juge doit attendre que l'athlète soit sorti du couloir pour lever un drapeau rouge, blanc. Maintenant, pour justement gagner du temps, on a mis une marque à 4 mètres, à 4 mètres de l'arc, à 4 mètres de l'arc de deux côtés. Quand l'athlète dépasse cette marque, il est considéré comme sorti. Donc, on peut lever un drapeau blanc. Et comme il peut sortir par le côté, hein, parce que cette marque a mis une confusion dans la tête des officiels. Il peut sortir sur le côté droit, comme sur le côté gauche, et comme une sortie derrière, en dépassant soit une ligne à 4 mètres, soit deux marques sur les lignes à 4 mètres. Voyez la ligne des 75 cm, il n'était pas tracé sur ce stade, et je la mentionne avec une flèche jaune. Donc, des deux côtés. Donc, l'athlète peut sortir des deux côtés, comme il peut sortir par l'arrière à 4 mètres. Il est considéré comme sorti. Avant de lâcher le javelot, l'athlète ne doit pas tourner le dos à l'arc du lancer. Ça veut dire qu'il ne doit pas commencer une rotation. C'est pour ça que le règlement le précise, l'athlète ne doit pas tourner le dos à l'arc de lancer pour ne pas entamer une rotation. Si le javelot se casse pendant le lancer, l'essai n'est pas considéré comme faute, ce qu'on a dit au marteau. Si de ce fait l'athlète perd l'équilibre et commet une faute, celle-ci ne doit pas être comptée et un nouvel essai est accordé. On donne même un petit moment que l'athlète revienne à lui, qu'il tombe, il se blesse, etc., avant de lui donner un essai de remplacement et jamais passer à notre athlète. L'athlète doit prendre l'élan à l'intérieur des limites de la piste d'élan et non pas à l'extérieur.
le javelot est composé de 3 parties, une pointe, une hampe et une corde de prise. L'engin fait 500 grammes, 600, 700 et 800. Ce sont les 4 poids pour les différentes catégories. Voilà l'emplacement des officiels techniques. C'est toujours les mêmes. Ah oui, oui. J'ai oublié de montrer un petit peu une vidéo pour justement illustrer tout ce qu'on a vu. Et merci, Elena. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? L'athlète était trop près. L'athlète était trop près de la ligne. L'officiel va lever un drapeau rouge. Ah, vous voyez? Alors que l'officiel est de l'autre côté. S'il était de ce côté, il n'aurait pas levé le drapeau blanc. On recommence. On va recommencer pour voir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il est préférable qu'il y ait 2 officiels, un avec les drapeaux et l'autre avec les mains. Parce que là c'est un peu difficile de juger parce que l'athlète, je vais recommencer la vidéo. L'athlète, il arrive, hop là, il lâche, et voilà. On a l'impression que c'est une faute, mais là, vu de ce côté-là, sur cette image, il n'y a pas faute. Mais l'officiel a levé un drapeau. On va peut-être voir une autre vidéo. Voilà. Oui, j'ai peut-être sauté quelques. Voilà. Quand on a parlé du disque, j'ai sauté quelques vidéos. Il y en a 3. On va les faire passer. Et ce sera peut-être notre sujet de discussion. Hop, là, sortie. On va revoir. On voit pas bien, pas très. Sur cette image, on n'a pas pu voir si c'est une faute. Deuxième vidéo, au niveau du disque. Là, on ne peut pas voir. On attend peut-être le ralenti. Ça se voit qu'on lui a levé un drapeau rouge et il discute. Il montre au juge. Il dit qu'il n'a pas fait de faute. Alors, le juge lui montre. Voilà, ça. On recommence la vidéo. Hop là. Le juge lui dit que vous avez touché l'extérieur du cercle avec votre chaussure, avec le pied.
On va voir le troisième et la troisième vidéo. C'est toujours le disque. Pour cet athlète aussi, on a peut-être levé un drapeau rouge parce qu'il n'est pas content. Ça se voit. On va voir peut-être, ce n'est pas l'image. Ah, vous avez vu, il a touché l'extérieur avec l'arrière de la chaussure. Donc, chers amis, mon intervention est arrivée à sa fin. Peut-être qu'on a mis 1h05 ou 1h06. Si vous avez des questions à poser, des situations à discuter, n'hésitez pas. Soren? Oui, il y a des situations dans le chat là. Tu peux rentrer dans le chat? Non. Oh, attendez, oui. Est-ce que tu peux me résumer les... D'accord. Bon, si Boufawa peut commencer, il peut prendre le micro et expliquer, et puis ça va aller plus vite. Hein? Boufawa? D'accord. Il est là, Boufawa? Non, je pense. Bon, écoutez, il a dit. Oui, je lis un petit peu D'accord, les ok. questions. Et Boufaroua, qui, selon la règle 32-15, effectivement, l'athlète peut interrompre un essai une fois commencé, peut poser l'engin par terre à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ou de la piste d'élan et peut quitter le cercle ou la piste d'élan, mais dans la limite de temps imparti, bien sûr. J'avais bien dit, merci M. Boufaroua, mais j'ai bien dit dans la limite de temps. C'est toujours Boufaroua. Le problème, c'est la manière de quitter le cercle. Selon la note explicative, il n'y a pas de restriction de quitter le cercle. Je relis cette question. Le problème, c'est la manière de quitter le cercle. Bien entendu, c'est la manière. Selon la note explicative, il n'y a pas de restriction de quitter le cercle. Si, on doit quitter le cercle par la moitié arrière, bien sûr. Si on quitte par la moitié avant, c'est une faute. Le javelot aussi. Bon, Kassa, lorsque le juge arbitre accorde un essai de remplacement, quel est le temps qui doit être accordé à l'athlète? Quand il y a un essai de remplacement, c'est toujours le même temps, c'est 1 minute, mais si l'athlète est blessé, on doit lui donner un peu de temps pour qu'il se rétablisse, pour peut-être qu'il a besoin de soins, on appelle le médecin. Ça nous prendra peut-être 4-5 minutes. Après, on l'appelle, on affiche son nom, son numéro, et on lui donne l'essai avec le temps imparti pour le premier essai, son premier essai. Jean-Paul Amégan, lancez le disque au marteau. Combien de juges chefs, si 2 ou 3 juges sont appelés à valider le lancer? Si j'ai dit
dit que pour le marteau, il faut peut-être 2 ou 3 juges. Pour le disque, 2 juges suffisent parce qu'il y a le filet. Mais c'est un qui élève le drapeau, c'est un seul. Les autres communiquent avec lui avec des gestes. Ils n'ont pas des drapeaux. Si nous avons 3 drapeaux, ça va être la pagaille. Beaufort à nouveau, je pense qu'il existe une anomalie dans la mesure où il est écrit plus bas que la condition applicable et qu'aucune autre règle n'est ou n'a déjà été enfreinte, alors que parmi les irrégularités que réalise l'athlète, et ce sera considéré comme faute la règle 32, 14.2, qui stipule que l'athlète, après avoir pénétré dans le cercle et commencé un lancer, touche avec n'importe quelle partie du corps, de la bande ou de l'extérieur. Bien entendu, vous avez répondu. Que pensez-vous? Qu'est-ce qu'il y a à dire, à faire? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Quand il rentre, il commence son essai, il touche, c'est une faute. C'est tout. Parce que le fait d'interrompre un essai et de recommencer, mais en n'ayant pas fait de faute, si pendant l'exécution de son essai, il commet une faute et qu'il s'arrête pour recommencer, c'est une faute, c'est un drapeau rouge, c'est tout. Kassaben toujours, dans quelles circonstances parle-t-on d'essais consécutifs? Essais consécutifs, moi j'ai donné l'essai consécutif normalement le plus clair, c'est surtout au niveau du saut à la perche et du saut en hauteur. Quand l'athlète rate un essai et que tous les autres ont réussi et qu'il est le dernier à passer, il recommence. Donc, c'est un essai consécutif. Il y a un temps spécifique pour l'essai consécutif, mais on peut avoir un essai consécutif dans les concours ou dans les lancers spécifiquement. Si l'athlète, par exemple, il lance en 8e position, ils ne sont que 8, il lance en 8e position, il termine son essai, on l'appelle dans une autre épreuve, il lance le poids et je ne sais pas, le poids et le javelot, ou le poids, il fait autre chose. Alors, s'il est le 8e, il lance et il effectue son essai. On lui donne l'essai suivant, on lui donne en premier. Et c'est peut-être 2 essais consécutifs, là. Parce qu'il lance et puis relance, ça fait 2 essais consécutifs. Bon, Suren, il n'y a plus d'intervention au niveau écrit. Bon, si on a des interventions directement, Mouloud, Oui. Mouloud, Oui. vas-y. Mouloud, bonjour. Bonsoir plutôt, ça va? Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir Ahmed, ça va? Oui. Merci. Merci, Soren, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais revenir pour ce qu'a écrit Beaufort. Je crois qu'il a un problème d'Internet. L'explication de la 32-15. L'athlète, quand il interrompt son lancer, on reste toujours dans la limite du temps. Oui. Dans le passé, belle lurette, le règlement précisait que l'athlète, quand il s'arrête, il peut poser le poids, l'engin uniquement à l'intérieur du cercle. Quelques années après, le règlement a changé. Quand l'athlète interrompt, il peut poser l'engin à l'extérieur et à l'intérieur. Et il doit sortir par la partie arrière, après avoir refait, c'est-à-dire avant de refaire le lancer. Il doit sortir par la partie arrière. Mais depuis 2020, c'est là que Beaufort voulait intervenir. Depuis 2020, quand il y a arrêt, c'est précisé à moins que Soren. Il doit confirmer possible que c'est la traduction qui est fausse. Le règlement, il précise que l'athlète peut sortir dans n'importe quelle direction. Quand il s'arrête, il fait sa moulinée par exemple au marteau, il s'arrête, il pose son engin
il sort avant c'était, il devrait sortir par la partie arrière. Mais depuis 2020, c'est mentionné, l'athlète peut sortir par n'importe quelle direction, que ce soit au cercle ou en piste d'élan ou lancer javelot. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire Moufaroua. Maintenant, moi, je veux revenir pour, pas une anecdote, mais ce qu'on a remarqué. C'est clair dans le règlement, comme l'a dit M. Tirani, que quand on ramène l'engin du magasin ou du fournisseur, il doit faire le moins par rapport au poids, c'est-à-dire qu'on prend le poids, pour les dames, c'est 4,5 kg jusqu'à 4,15 kg ou 25, je ne me rappelle pas. Mais ce qu'on a constaté, et je pense qu'Ahmed, vous étiez avec nous lorsqu'on faisait la pesée des engins aux Jeux méditerranéens. On avait tous les engins de poids et de marteau moins de la valeur réelle. C'est-à-dire qu'on s'est amusé pendant 2 nuitées à remplir les engins avec du plomb. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que la vente athlétique doit exiger des fournisseurs d'appliquer la réglementation ou non? Voilà ce que je voulais dire uniquement pour éclaircir ce qu'a voulu dire Moufaroua. Merci bien. Merci Mouloud. Merci. Ouais, merci Mouloud. OK. Merci Mouloud. Il y a d'autres questions? Non, non. Non, ça va? C'est bon. Bon, de toutes les façons, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours le lancer sur l'email et puis on va transmettre à Ahmed pour apporter son éclaircissement. OK? Donc, Ahmed, merci pour ton intervention. Je sais qu'il est tard. Donc, merci pour ton intervention très brillante, très au point. Il démontre également l'expérience que tu as dans la matière. Et donc, je voudrais remercier également nos amis de l'AADC Atletissimo Sudamericano qui nous a mis son plateforme à notre disposition pour pouvoir animer ces différents visios sur Zoom. Et merci également à Claudia qui, elle, opère comme maîtresse de cérémonie, si vous voulez. Elle s'occupe de tout l'intendance et qui s'occupe de l'enregistrement. Donc, c'est elle qui va nous faire avoir les vidéos qu'on puisse placer sur YouTube. Donc, thank you, Claudia, for your availability, and thank you to Roberto and AADC Atletissimo Sudamericano for putting the platform at our disposal. OK, donc, Ahmed, si tu as quelque chose à dire pour le mot de la fin, et puis on va fermer, D'accord, Soren. Je voudrais juste remercier mon cher ami, frère Soren, pour son activité, pour justement aider les officiels techniques africains. Je remercie Madame Claudia qui nous a permis aussi de se rencontrer ce soir. Mes remerciements vont aussi aux participants, même s'ils n'ont pas intervenu. Je les remercie pour leur assistance et pour leur présence. Et à bientôt, Inch'Allah, dans une autre conférence. Merci. Ça sera un plaisir. Donc, Rachel a demandé, on dispose de combien de temps pour un essai de remplacement? Ahmed, on dispose de combien de temps pour un essai de remplacement? De temps pour un essai de remplacement. Il n'y a pas de temps, déterminé. L'essai de remplacement, il est accompli exactement comme les autres essais, avec le temps qui va avec les autres essais. Seulement, j'ai dit que si l'athlète a besoin d'un peu plus de temps pour reprendre ses esprits, on peut lui donner 3, 4, 5 minutes. On peut même appeler le médecin pour justement pour une petite intervention. Il est peut-être blessé, mais il n'y a pas de limite de temps. Ce n'est pas déterminé. L'essai, oui, il a un temps déterminé. Mais la période qu'on donne à l'athlète pour reprendre ses esprits, il n'est pas déterminé.
Ouais, ça dépendra des circonstances de C'est la ça. compétition, bien sûr. C'est ça. Ce sera au juge d'arbitre de décider, mais Exactement. c'est important de ne pas retarder la compétition aussi. Ah oui. Il faut qu'il y ait, Ah il oui. faut qu'il y ait un enchaînement. Donc, Oui. tout ça doit être pris en considération, mais le temps qu'il va avoir, ce sera le temps qui sera imposé, que ce soit Absolument. 1 minute ou que ce soit un essai consécutif, ce sera Absolument. Absolument. voilà. OK. OK, donc merci Ahmed. So, thank you et au revoir à Au vous revoir. tous et bonne chance pour les examens, pour tous ceux qui vont Ah reprendre oui. les examens. Ah oui. Et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous en avez besoin. D'accord. Merci Ahmed. Et Ça va, j'invite les amis qui ont participé avec nous, surtout les francophones, à noter mes coordonnées et s'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils me contactent. Il n'y a pas de problème. Je suis ouvert et je suis. D'accord. Merci pour ta disponibilité, Ahmed. Merci. Allez, au revoir vous tous. Au revoir pour tous et bonsoir. Bonsoir. Ouais. Au revoir. Au revoir. Bonsoir.